Bienvenue sur le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs. Dans cette deuxième partie, découvrons quels sont les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Julie et dans ma quête d'amélioration, je rencontre des personnes inspirantes que j'ai envie de vous faire découvrir. Il s'agit également d'entrepreneurs au parcours atypique. À travers ce deuxième épisode, je vous propose de partir à la rencontre de leur parcours et de découvrir comment ils ont surmonté certains obstacles pour atteindre leurs objectifs. Je vous rappelle que ce podcast est en 2 parties et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller écouter la première partie, Les petits pas vers de grands résultats, dans laquelle vous découvrirez comment la vision, les techniques et les stratégies de notre intervenant peuvent impacter nos résultats. Alors êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Bienvenue dans cette deuxième partie, les petits pas des grands entrepreneurs où je reçois à nouveau, je suis ravie de m'entretenir avec Christian Junod. Donc si vous n'avez pas entendu la première partie sur sa méthode, je vous invite à aller écouter l'épisode ou le regarder sur YouTube. Donc ici Christian, moi, j'aimerais bien savoir, donc par rapport à ton parcours, tu nous as dit que tu étais passé de banquier à expert de la relation à l'argent. Qu'est-ce qui a déclenché ce virage? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a conduit à opérer justement cette transformation? Déjà, moi, j'ai eu une grande chance, c'est que j'étais licencié en 2009 suite à la crise subprime. Et puis, c'est vrai que ça m'a permis, c'était comme si on m'avait poussé dans le dos, tu vois, en me disant, là, vas-y maintenant. Parce que ça fait un moment que j'aspirais à faire d'autres choses, j'avais d'autres aspirations, mais il y avait encore des peurs qui s'amenuisaient petit à petit. Et au moment où c'est arrivé en 2009, j'étais absolument prêt, parce que je m'étais passablement occupé de mes peurs, alors que 2, 3 ans avant, j'aurais été tétanisé, ça m'était arrivé. Donc, pour dire que la vie parfois est bien faite aussi, nous amène des bonnes choses et surtout quand on ne veut pas le voir aussi, elle nous y pousse aussi. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Peter Koenig qui fait que lui a fait des années de recherche sur la relation à l'argent et j'étais son organisateur pendant plusieurs années. Donc à force de suivre tous les ateliers que j'organisais, si tu veux, je me suis imprégné de sa méthode, mais c'était pas un projet de mon côté d'animer la relation à l'argent un jour. Oui, du coaching, du leadership, du management, la communication violente, tout ça c'était clair, mais et à un moment donné, tu sais, la vie t'amène des bonnes personnes sur ton chemin sans que tu le saches. Et parfois de manière absolument anodine, comme c'était le cas avec Peter. Voilà, donc si tu veux, c'est comme si la vie t'amenait des bonnes personnes à des bons endroits, si tu es prêt à saisir ces opportunités-là, qui fait que je n'imaginais pas qu'un jour, Peter était pour moi le maître. Et c'est vrai qu'il a dit plusieurs fois, t'es mon number one aujourd'hui. Alors, c'est pas un but en soi, c'est un peu égotique que je dis ça, mais en même temps, je veux dire, ça me fait juste beaucoup de plaisir d'honorer ce que j'ai reçu de sa part en pouvant le diffuser à un maximum de monde. Ça, c'est une joie énorme parce que j'ai l'impression que je rends un peu le cadeau que j'ai reçu à travers lui en pouvant faire connaître tout ce qu'il a fait. On en revient un petit peu à ce que tu disais dans le premier épisode de la gratitude qui attire l'abondance au final. Donc, c'est vraiment avoir cette énergie, hein. Et bon, tu as travaillé dans le secteur bancaire avant de te lancer. Ce sont quand même des grosses entreprises. Sortir d'une culture d'entreprise où tu es employé, où peut-être que tu as des avantages, une certaine manière de fonctionner. C'est pas évident. En tout cas, les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat après avoir été dans des grosses entreprises rencontrent pas mal de défis à ce niveau-là. Toi, ça a été quoi tes défis en changeant ce statut et tes peurs et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Alors peut-être que déjà, c'est sûr que si on veut devenir entrepreneur, c'est bien d'avoir un esprit d'entrepreneur. Autrement dit, de passer à l'action, d'avoir des idées, d'être créatif, d'oser faire des choses, tu vois. Si je fais qu'obéir aux ordres, c'est clair que ça va être compliqué parce qu'après, c'est moi qui dois me donner des ordres. Après, tu n'as plus personne qui me les donne. Donc cet esprit-là, pendant longtemps, je ne l'ai pas eu, mais petit à petit, je l'ai eu au fur et à mesure. J'ai vu que j'avais un leadership quand même, y compris à la banque, où j'étais bien écouté quand j'avais quelque chose à dire. Et comme je faisais, moi, des ateliers, je suivais des ateliers de développement personnel depuis des années, j'étais déjà un banquier un peu atypique. Donc, si tu veux, tu vois, je prends juste un exemple, je pense que quand j'étais licencié, j'avais suivi plus de 80 jours de communication violente, ce qui est quand même énorme. Donc, j'étais quand même bien formé, je pouvais vraiment faire quelque chose.
J'ai commencé à me former un petit peu au coaching à la banque et j'ai même créé des cours qui n'existaient pas sur la base de tout ce que je faisais, que je allais proposer, qui ont été acceptés. Donc, cet esprit entrepreneur, j'ai déjà essayé des choses. Mais il y a une chose qui m'a énormément aidé, et c'est une phrase, une citation de Wayne Dyer, je trouve extraordinaire, qui dit, si tu refuses de quitter un emploi qui te déplaît, il te reste une seule chose à faire, apprendre à l'aimer chaque jour davantage. Et on peut d'ailleurs changer ça par partenaire de vie, par lieu de vie, c'est la même chose. Mais autrement dit, si tu veux, plutôt que de plaindre, apprends à l'aimer. Et moi, un jour, j'ai décidé que mon emploi de salarié, même si ce n'est pas ça qui me convenait, j'allais en faire un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation, un terrain d'apprentissage. Donc, j'ai commencé tu vois, avant, lorsque je subissais les choses, je dis, oh là là, il y a des clients qui me font un peu peur, je vois que je dois leur téléphoner, je ne suis pas tranquille. Ok, je vais m'isoler, je vais prendre un temps, je vais aller voir c'est quoi cette peur. Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Et j'allais me faire mes toilettes, j'allais faire ma petite séance de thérapie, tout ça. Je me libérais de ma peur, puis je voyais que l'entretien se passait très bien. Tu vois, donc j'ai commencé à utiliser ce que je vivais pour en faire un terrain d'apprentissage. Et là, j'ai grandi intérieurement, mais vraiment de manière exponentielle parce que tout était terrain de jeu. Tu vois, j'ai commencé à oser aller dire des choses à des chefs que je n'osais pas les dire avant. Parce que j'allais m'occuper de ma peur, qu'est-ce qui fait que je n'osais pas le dire avant. Et j'ai commencé à oser prendre ma place différemment. Et si tu veux, ça on peut le faire, qu'on soit salarié ou indépendant d'ailleurs. Mais si tu veux, en tant que salarié, on peut déjà commencer à préparer le terrain en grandissant intérieurement et plutôt qu'en subissant les choses, en construisant les choses autrement. Et ça, vraiment, je pense que c'est important de le faire parce qu'une fois que le jour où on est indépendant, si on n'est pas prêt à apprendre, je dirais tous les jours, en tout cas régulièrement à partir de nos expériences, ça ne va pas être possible. C'est en apprenant en fonction de ce qu'on fait, ce qu'on vit, que tu vois bien toi aussi, qu'on grandit, puis que finalement on ose faire des choses autrement, puis que moi, quand je suis devenu indépendant en 2010, mais j'aurais signé pour le quart ou le cinquième de ce que je vis maintenant, tu vois. D'avoir écrit des livres, d'animer sur plusieurs continents, d'avoir passé dans des grands médias, c'était impensable. Donc je dis souvent, se pourrait-il que la vie ait des projets bien plus grands que nous sommes capables de l'imaginer nous-mêmes? Si on se laissait juste surprendre, peut-être la vie nous amènera à des endroits incroyables. En tout cas, c'est ce qui m'arrive pour moi. Remettre un peu de légèreté et dis-moi Christian, quel a été alors le premier petit pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs selon toi? Si tu veux, moi j'aime beaucoup la randonnée en montagne. Et quand tu fais une randonnée en montagne, tu vois, quand tu arrives à un sommet, tu as une vue extraordinaire, tu as une profonde gratitude, mais il y a eu des milliers de petits pas. Et c'est important de voir qu'il n'y a pas eu un grand pas gigantesque, il y a eu plein de petits pas. Et c'est cette multitude de petits pas qui fait on parcourt un grand chemin. Celui qui fait Saint-Jacques-de-Compostelle va faire des centaines de milliers, peut-être des millions de pas qu'il va faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a pas, le pas le plus important, c'est toujours le premier. Parce que le premier nous met en mouvement. Ça, c'est important de se souvenir. Donc, c'est important de se souvenir. Et si tu veux, vraiment, il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidé. La première, c'est d'être capable d'agir malgré la peur. Parce que je crois vraiment que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent mieux que les autres. Je mets des guillemets sur le mot réussir. C'est que ceux qui réussissent mieux que les autres, ils agissent malgré la peur, alors que les autres se laissent bloquer par la peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais capable de faire des demandes à gauche, à droite, qui m'ont fait que j'ai rencontré des grands leaders, j'ai rencontré des personnes qui ont eu des incidences énormes dans ma vie, vraiment, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont eu des effets de levier sur ma carrière énormes, mais j'ai juste fait des demandes, j'ai fait des démarches pour pouvoir m'approcher de ces personnes-là. Si j'attendais que ces personnes un jour me connaissent et viennent à moi, ben, j'avais à peu près aucune chance, ou très très peu de chance. Et s'il y a une notion qui est très à la mode dans l'entrepreneuriat, c'est la vision, la mission, la stratégie. Est-ce que toi, tu avais tout ça avant de te lancer? Euh, je dirais que alors, même si j'ai quelqu'un qui a un bon leadership et que j'avais quand même, par rapport à d'autres personnes que j'ai vues, certainement un peu plus d'ambition que d'autres, euh, mais malgré tout, je dirais dans un premier temps, non, pas tant que ça. C'était un petit peu, voilà, j'essaye des choses, je regarde un peu au jour le jour, tu vois. Au début, je ne faisais pas que la relation d'argent, je faisais plein de choses différentes, plein de thèmes différents, jusqu'à que ça devienne comme une évidence que la relation d'argent, c'était mon thème. Ça réconciliait mon passé de banquier et ce que je faisais actuellement, que j'avais vraiment une grosse expérience d'histoire d'argent déjà dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et à un moment donné, j'ai commencé à lâcher tout le reste. Mais tu lâches le reste parce que tu as suffisamment confiance que ça va marcher aussi. Autrement, tu t'accroches au reste, qui est aussi une manifestation de la peur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment un moment donné
où j'ai comme pris conscience que ce thème de la relation à l'argent était tellement précieux et influençait tellement la vie des personnes qu'il y avait un potentiel de fou. Et vraiment, là, j'ai compris que c'est comme si, à travers les travaux de Peter Koenig et ce que j'ai ajouté de ma propre expérience, que je détenais un cadeau, mais incroyable, quoi. Et que ce cadeau-là, si tu veux, cette pépite-là, si je la faisais pas rayonner, j'allais passer à côté de ma vie. Tu vois, parce que c'est là que j'ai commencé à écrire un premier livre, après j'ai commencé à faire d'autres choses. Parce que d'un coup, je dis, mais il faut que ça rayonne, ce truc-là. Mais il m'a fallu un peu de temps, si tu veux, pour prendre seulement confiance en moi, je pense, dans ce que j'apportais à travers ça, d'avoir des retours des gens, puis de me dire, mais c'est un truc de fou, quoi. La vie m'a amené un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça que chaque année, avec mon épouse, on forme 10 personnes à devenir spécialistes de la relation à l'argent. On n'arrête pas de leur dire, mais on est sur une mine d'or. Mais c'est à nous d'aller. La mine d'or, le principe de la mine, c'est que l'or, il ne tombe pas dans les mains tout seul. Tu dois aller un peu creuser. Il y a un peu d'effort, même si j'aime bien mettre aussi la légèreté, mais il y a de l'énergie à mettre en tous les cas. C'est peut-être ça le bon mot. Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, en Belgique, on a Evelyne Faniel qui s'occupe de ça. Ouais, de notre côté, tu as des petits lutins, on va dire, qui vont un peu partout. Et c'est quoi, selon toi, ta définition d'un échec et d'une réussite? Ben, pour moi, l'échec et la réussite ne sont que des vues de l'esprit. Dans la vie, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, ça n'existe pas. Je veux dire, dans la nature, ça n'existe pas un échec, une réussite. Les arbres, il se dit pas, un arbre, il se dit pas, oh là, je suis un échec, je suis moins grand que le chêne à côté, ou je sais pas quoi, ou que la rose qui n'arrive pas à s'ouvrir, va dire, oh là, je suis le pire échec des roses qui a jamais existé. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que nous racontons une histoire qui font qu'on appelle échec et réussite. Ce que je veux dire par là, c'est que on, on a un regard trop limité et trop peu de recul pour savoir ce que c'est. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je viens de tourner un podcast sur Métamorphose que tu connais peut-être, qui s'appelle Les Conversations du Scarabée avec Anne Guettier et Alexandre Dana, où on a parlé des vertus de l'échec. C'est une conversation entre amis comme ça, qu'on a parlé de ça et qui est sortie hier, tu vois, pour te dire. Ah ben voilà. Donc, Conversation du Scarabée sur le podcast Métamorphose, donc on parle de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais donner deux exemples. On a tous vu un ou une chanteuse avoir un succès énorme rapidement et puis tout à coup disparaître de la circulation, hein, tomber dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans je sais pas quoi. On a malheureusement vu beaucoup se suicider également. Donc, ce qui semblait être une énorme réussite était le début d'un échec à venir. Et on a vu à l'inverse des personnes, moi j'ai vu des personnes qui ont manqué leurs études, qui ont échoué à leurs études, et grâce à ça, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de voie. La voie qu'ils avaient suivie, c'était celle que voulait un ou l'autre parent, mais eux, ils aspiraient à autre chose. Et grâce à ce qui est considéré comme un échec, ils ont choisi une autre voie dans laquelle ils s'éclatent, donc leur échec a été leur plus grande réussite. Je veux dire, à quel point cela est paradoxal. Je veux dire par là, c'est que moi j'étais licencié avec plein d'autres, et plein l'ont vécu comme un échec. Moi, tout de suite, le soir où j'étais licencié, j'avais un ami belge à la maison. On a ouvert une bonne bouteille pour célébrer mon licenciement. Tu vois, je savais déjà que c'était une grande chance dans ma vie, là où d'autres vivaient ça comme le pire échec de leur vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec du recul, qu'on peut voir si ce qui nous arrivait est une bonne chose ou pas. Sur le moment, émotionnellement, on peut vivre ça comme d'une manière géniale ou horrible, mais au fond, on ne le sait pas. On ne le sait pas, on est trop limité avec notre mental pour ça, mais avec le recul, on peut dire, ah, mais finalement, même des choses, et je peux parler de choses que je n'ai pas vécues heureusement, mais je connais des personnes qui ont perdu un enfant, qui est comme la pire chose qui puisse nous arriver dans la vie, je pense, et qui ont dit, mais c'est ce qui m'a fait changer de trajectoire et ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. C'est un drame qui m'a amené à une vie bien meilleure qu'elle l'est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que je serais capable, moi, de ce rebondissement. Mais j'ai vu des gens incroyables qui ont rebondi et qui illuminent le monde à partir d'un événement aussi dramatique que ça. Ouais. Parfois, ce sont des cadeaux mal emballés. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être un grand leader? De l'humilité, déjà de l'humilité parce que je veux dire, tu vois, des fois des gens me disent, ah, t'es un grand leader, un grand entrepreneur. Je dis, moi, ça me parle pas. Je veux dire, ça me parle pas dans le sens que ce que je fais me paraît tellement naturel et tellement évident que je me sens juste, voilà, j'essaie d'être mon propre leader, ce qui est déjà pas mal. Et puis, bah, il semblerait que j'influence des personnes comme d'autres m'ont influencé avant. Donc, si j'influence positivement des personnes, je trouve ça génial. Mais si tu veux, pour moi, ce qui fait vraiment, vraiment la différence, c'est de rester focalisé encore et encore sur comment je peux amener ma plus belle contribution au monde. On a tous reçu un cadeau qui est en nous et qu'on va choisir, arrive à le déballer ou pas. Moi, pendant très longtemps, il est resté bien caché, ce cadeau-là.
Toi, j'ai commencé à être indépendant, j'ai 49-50 ans, donc il y a tellement de gens qui commencent avant moi aujourd'hui. C'est pour ça que c'est toujours possible, je suis sûr. Donc, il y a un moment donné, c'est vraiment, moi, je me focalise toujours comment ce cadeau que j'ai reçu, je peux permettre à un maximum de personnes d'y avoir accès. Et je fais juste ma part de colibri à ce moment-là. Donc, la contribution, c'est vraiment le mot qui est le plus important pour moi. Vraiment, la dernière chose que j'aimerais, c'est qu'au moment de mon bilan de fin de vie, que j'ai des regrets de ne pas avoir essayé quelque chose. J'aimerais vraiment pouvoir dire, OK, j'ai fait tout mon possible de donner le meilleur que j'étais capable de faire. Il y a des choses qui ont bien marché, d'autres choses n'ont pas marché, mais au moins j'ai essayé. Sur une autre thématique, c'est quoi ton outil de productivité préféré? Mon outil de productivité préféré, waouh. Euh, Ben, si tu veux, j'ai plutôt, moi, géré des défis. Les défis, c'est d'avoir 10 000 idées, de pouvoir être dispersé parfois. Donc, si tu veux, je dois comme canaliser encore et encore parfois mon énergie. J'ai beaucoup d'enthousiasme également. Euh, donc, malgré tout, je fonctionne parfois, pas toujours avec des to-do list, mais mon outil, je dirais, de productivité, je pense que ça reste mon agenda, quoi. Parce que sur mon agenda, il y a ma planification, et ma planification, si je gère bien ma planification, j'ai plus de chances de pouvoir bien utiliser et gérer mon temps que si déjà je suis désorganisé au niveau de mon agenda. Donc dessus, et maintenant ce que j'ai appris à faire dès cette année, c'est que je commence par mettre mes plages d'arrêt de travail avant de mettre mes plages de travail. Parce que quand on est enthousiaste, c'est quand on a la chance de recevoir beaucoup de demandes, je peux vite subir mon agenda parce que je n'ai pas mis les grosses roches, mes priorités premières. Et ma première priorité maintenant, et ce qui est aussi la chance que j'ai d'avoir un certain succès, c'est que pour 2025, mes premières priorités que je vais mettre, c'est une semaine d'arrêt chaque mois que j'ai décidé avec mon épouse, qu'on a commencé en 2024, une semaine d'arrêt chaque mois. Et après, on commence à mettre les choses autour de ça, parce qu'autrement, encore une fois, mon alignement, ma vibration énergétique, mon bien-être est ma force numéro une de ce que je fais. Et ça, je vais en prendre soin. Voilà, ça fait partie de mes questions justement. Comment est-ce que tu fais pour prendre soin de cette énergie et qu'est-ce qui te met en énergie? Alors déjà, de mettre toujours plus de ma vie de ce que j'aime profondément. Ce que j'aime profondément être dans la nature, marcher. Des fois, je fais du courir, aller faire du ski de rando. Moi, j'adore les discussions profondes, mais aussi légères, où on s'amuse, en même temps, on peut s'ouvrir, on peut se vulnérabiliser. Moi, ces moments, ça m'énergétise incroyablement. C'est pour ça que c'est ce que j'ai envie et je crois ce que je réussis à vivre dans mes ateliers, c'est qu'on rit, on pleure. Il y a vraiment beaucoup de profondeur et de légèreté en même temps. Donc, si tout ça, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie euh, de faire un interview avec toi comme ça m'enlève zéro énergie. Je finis, ça m'énergétise, mais c'est pas ce que j'aime. Je fais ce que j'aime à ce moment-là. Toi, tu me donnes une merveilleuse opportunité de faire ce que j'aime, et je te remercie pour cela. Donc, vraiment, de mettre toujours plus de ce qu'on aime dans sa vie, et ce qui est compliqué, ce qui nous bouffe de l'énergie, d'en mettre moins. Alors, ça veut dire que ça peut être autant prendre ses distances avec des personnes avec qui c'est compliqué, parfois y compris des personnes dans le cas de la famille, mais ça peut aussi être d'aller trouver du soutien. Moi, j'ai des personnes qui travaillent pour moi aujourd'hui et qui font les choses qui me bouffent de l'énergie parce que ce qu'ils me font, le temps qu'ils me font gagner, c'est pour mettre un peu plus de ce que j'aime dans ma vie, que ce soit dans le monde privé et professionnel. Et je pense vraiment que de vouloir tout faire, ce que j'ai fait pendant un certain temps, et c'est souvent juste au départ, mais rapidement de s'appuyer sur des personnes qui font des choses mieux que nous et qui aiment faire ce que nous, on n'aime pas faire, on retrouve de l'énergie également et cette énergie, on peut le mieux l'utiliser ailleurs. Apprendre à déléguer donc. Absolument. Ok. Si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui se lance en tant qu'indépendant dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Alors, un, s'occuper de sa relation à l'argent. Ça, c'est la première chose. Parce qu'à un moment donné, quand on fait les choses, quand on a une bonne relation à l'argent, l'argent sera un soutien à nos projets de vie plutôt qu'un frein, un blocage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ce qui serait peut-être d'ailleurs la première, c'est surtout éviter la solitude. Il y a tellement d'entrepreneurs qui sont seuls dans leur coin. Donc, entourez-vous de personnes, faites partie de groupes d'entrepreneurs. Ça peut être même de l'intervision entre entrepreneurs, on soutient, on s'aide. Si on a quelques moyens financiers, on peut aller chercher des superviseurs, on peut aller chercher des... Moi, j'ai fait partie de beaucoup de masterminds, j'ai énormément investi à travers des leaders également qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Donc, entourez-vous de personnes qui vous inspirent également, mais ne restez pas seul dans votre coin. Vous verrez que beaucoup de personnes ont les mêmes problèmes que vous et on peut s'entraider, se soutenir. Ça, c'est vraiment la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est vraiment de faire de ce projet de vie aussi un terrain de jeu, un terrain d'apprentissage. Je veux dire, que votre projet marchera ou pas,
vous pouvez énormément apprendre de ça. Donc, ne restez pas avec des problèmes. Moi, j'essaie vraiment d'apprendre chaque fois que quelque chose coince, quelque chose ne va pas. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'attire ce genre de situation? Tu vois, je ne suis pas en train de dire, je suis victime de. Non, non, il y a sûrement que j'ai quelque chose à apprendre et je fais ma part. Et chaque fois que je vois que je peux libérer une peur, que je libère une croyance limitante, etc., les choses s'améliorent. Donc, si tu veux, vraiment, c'est de faire un terrain d'apprentissage, un terrain de jeu de ce projet professionnel. Et ça va nous faire grandir intérieurement. Potentiellement, notre projet va grandir, mais on ne sera plus la même personne après. C'est magnifique. Et bah, écoute, je vais te poser une dernière question. Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose et comment est-ce que tu y aurais répondu? Alors, la question que tu aurais pu me poser, c'était es-tu heureux dans ta vie? Parce que j'allais dire, in fine, c'est ça qui est important. C'est pas le chiffre d'affaires qu'on fait. Encore une fois, c'est pas le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est pas le nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux, c'est pas ça qui est important. La seule question qui est importante, c'est est-ce qu'on est heureux dans notre vie? Alors, Es-tu heureux dans ta vie? évidemment, c'est pas un truc linéaire, on est heureux 100% du temps. Mais je vais par là, c'est que il y a plus de jours où je me lève, je dis ah merde, je dois aller travailler. Ça n'existe plus depuis 14 ans maintenant. Et je suis tellement aujourd'hui acteur de ma vie. Je peux choisir qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que je mets de côté. Euh, et, et vraiment, je trouve que ça, c'est tellement jouissif d'ailleurs, c'est d'être acteur, tu vois. Je dis, ma vie, c'est sans arrêt une feuille blanche que je choisis de remettre des mêmes choses, de remplir de nouvelles choses. Et vraiment, je me sens vraiment profondément en gratitude. En plus, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est également indépendante entrepreneur. Donc, on a vraiment une vie de rêve. Et souvent, les deux, on se dit, mais c'est vraiment une vie incroyable qu'on a. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas des difficultés, je ne peux pas dire qu'on n'a pas des doutes, mais globalement, on voit qu'il y a tellement, tellement de bonnes choses par rapport aux difficultés que je me sens privilégié d'avoir cette vie-là. Vous avez écrit un livre aussi ensemble. Mon quatrième livre, ce que nous avons écrit Réussir son couple, 40 ans d'expérience, parce que nous sommes ensemble depuis l'âge de 16 ans et demi. Donc, on a 64 cette année, ça fait un petit bout de temps. Alors voilà, le titre un petit peu pompeux, je dirais, mais simplement, on y partage beaucoup ce qu'on a dû traverser, nos difficultés, mais aussi tout ce qui nous a aidés, tout ce qui nous a amené des choses. Donc, il y a beaucoup de connaissances de soi dans ce livre, beaucoup de questionnements aussi à se poser pour s'entraider, pour se soutenir en couple également. Bien écoute, je te remercie pour, toutes ces réponses. J'espère que ça aura apporté à nos auditeurs, une source d'information et d'inspiration, je n'en doute pas et donc à très bientôt. Merci à toi, ton invitation, Julie. Merci, au revoir. Je ne sais pas vous, mais j'aurais encore eu envie de lui poser quelques questions. Donc, si vous le souhaitez, je vous laisse les liens en commentaire pour que vous puissiez en découvrir davantage sur notre intervenant. Et d'ailleurs, je suis curieuse d'échanger avec vous sur votre passage préféré. Avez-vous eu une prise de conscience en particulier? En tout cas, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel intervenant. Et si vous souhaitez découvrir de qui il s'agit, et la nouvelle thématique que nous allons aborder, je vous conseille de vous abonner à la newsletter, au podcast ou à aller consulter mes réseaux sociaux. Alors selon votre canal préféré en audio ou sur ma chaîne YouTube, laissez-moi des commentaires, des étoiles et surtout partagez afin de faire vivre ce podcast. Alors, êtes-vous prêt à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration? Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.